Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais enlever le casque parce que ça me sert à rien comme d'hab. Alors aujourd'hui c'est le deuxième épisode des lives qu'on fait de 18h à 19h. Alors cette vidéo il faut que je la réenregistre. Donc ça c'est pas la vidéo d'un live. Là actuellement je suis pas en live parce qu'en fait j'ai perdu les vidéos 2 et 3. Donc je suis obligé de les refaire. Je les ai supprimées accidentellement, donc je suis obligé de les refaire. Donc là, les vidéos 2 et 3, elles seront beaucoup plus courtes que toutes les autres vidéos de live qui durent 1 heure. Là, elle va durer beaucoup moins parce que tout simplement, on n'a pas les interactions avec le chat, etc. Et j'ai déjà le code écrit des lives que j'avais fait des épisodes 2 et 3. Donc on va réutiliser le code, on va détailler, on va revoir quelques petits trucs aussi, pourquoi pas. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'avoir exactement la même quantité d'informations et le même type d'informations qu'il y avait pu avoir pendant les lives. Donc j'espère que vous êtes heureux d'être ici. Moi en tout cas, je suis heureux d'être ici avec vous et de réenregistrer cette vidéo. Vous inquiétez pas, ça va être cool, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on va voir donc la programmation objet et fonctionnelle, d'accord, donc qui est l'épisode 2, l'épisode suivant. Les variables, donc si vous venez de voir l'épisode sur les variables, les différents types de variables qu'il y a en Python, les différentes, comment est-ce qu'on utilise très rapidement une fonction. Aujourd'hui on va voir les deux grands paradigmes de la programmation qui sont la programmation, donc ce qu'on appelle la programmation objet et la programmation fonctionnelle. Alors je vais un peu ajuster le micro, désolé si ça fait du bruit. Je ferai pas aussi de surmontage sur la vidéo, je vais vraiment l'enregistrer en one shot. Ce qui peut être différent par rapport aux autres vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne, mais au moins on reste un peu dans ce format un peu de live, spontanéité, etc. etc. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la programmation objet et la programmation fonctionnelle, comme j'ai dit, c'est les deux grands paradigmes en informatique, c'est pas uniquement vrai en Python. On parle de programmation objet quand il s'agit de manipuler des objets du quotidien, d'accord. Typiquement quand il s'agit par exemple de manipuler un casque, je vais définir l'objet casque, d'accord. Par contre, si je veux par exemple baisser le son du casque, je vais définir une fonction qui va baisser le son du casque si le son atteint un certain niveau par exemple. Donc ça c'est une fonction qui va venir établir quelque chose qui peut venir établir quelque chose sur un objet. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va étudier un peu, on va essayer de définir une petite fonction sur les planètes, et on va aussi définir un objet, les objets, une planète comme un objet. Donc comme je vous ai dit, la programmation objet, son but du jeu, c'est de définir les objets dans la vie réelle. Donc vous allez définir tout ce qui se rapproche de la vie réelle. Donc le premier paradoxe qu'on va introduire, enfin paradoxe, la première notion qu'on va introduire, c'est la notion de portée des variables en programmation fonctionnelle. C'est hyper important, ce qu'on appelle notamment les espaces de nommage. Alors, vous l'avez vu un peu dans l'épisode 1, on définit des variables dans des fonctions. D'accord? Et ces variables dans les fonctions, elles n'ont pas tous ce qu'on appelle la même portée. Typiquement, on va voir ça ensemble. Donc si je tape typiquement a égale 10 ici, et que je le retape dans une cellule ici sur Colab de Google, donc désolé si vous prenez le train en marche, je l'avais déjà dit dans l'épisode 1 normalement, et que je print a ici, eh ben on va dire que a égale 10, d'accord? Parce que a été sauvegardé dans ce qu'on appelle la fonction main, donc c'est-à-dire ici, ça, Colab, ça run, ça fonctionne sur un serveur, d'accord, sur ce qu'on appelle une instance, et en fait cette instance elle vient d'allouer une case mémoire disant qu'il y a un objet dans l'instance qui vient d'être déclaré A et qui vaut 10. Donc je peux appeler A où je veux, d'accord, dans cette instance, et il y aura toujours la valeur égale à 10. Par contre, c'est pas la même chose avec les fonctions, avec les objets. Alors, ce qu'il faut savoir en Python, ce qui est extrêmement important, c'est la durée de vie d'une variable dans une fonction, et ça, c'est pour ça notamment qu'on utilise les indentations. Alors les indentations, c'est très visuel. Python, c'est un langage indenté, ça veut dire qu'il faut respecter les indentations, et vous allez voir que c'est hyper utile sur le nommage des fonctions. Alors typiquement ici, si je définis une fonction comme ça, j'appelle une fonction que je vais rien lui donner et que je vais lui dire print a. Hop là, il faut que j'appelle la fonction aussi. Tac, normalement ça va m'afficher la fonction, voilà, donc il va bien m'afficher le 10, parce que je vous ai dit, il y a un A qui existe quelque part dans l'instance, d'accord. Par contre maintenant, si je lui dis print A comme ça, d'accord, et je lui donne ici print 4, et bien ici, je vais même lui donner comme ça sera plus logique par rapport à ce que j'ai défini ici, que j'avais défini un int, et là aussi du coup j'ai défini un int, avant j'ai défini un string, et ici il va bien me dire print 4. Pourquoi? Parce qu'en fait on a défini
si vous voulez, l'attribut ici, il va écraser dans sa compréhension, si on peut dire comme ça. Ce qui n'est pas vraiment vrai, hein. C'est pas, il ne va pas venir écraser le A existant, mais il va venir écraser dans sa compréhension que A, il est plus égal à 10, maintenant, il est égal à 4. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, le A qui est là maintenant est discerné du A qui a été défini dans une petite instance mémoire de notre ordinateur. A est plus égal à 10. Maintenant, A, pour la fonction ici, correspond à un nom d'une variable pour la fonction. Pardon. Donc, on va voir ça ensuite ensemble. Donc, ce qui est important, il y a deux mots-clés en Python qui sont non-local et global. Alors, il faut éviter de les utiliser. Je vois beaucoup de juniors développeurs qui utilisent beaucoup les fonctions globales parce qu'en fait, c'est pour pas se casser la tête. On dit on définit un truc là et on va le manipuler dans des fonctions ici. Alors, il faut faire extrêmement attention parce que c'est la meilleure manière de faire du code hyper sale. Par contre, on va utiliser ça ici pour définir l'espace de nommage. Alors, ici, je définis une fonction, ok, qui s'arrête tout là, d'accord? Donc, comme vous voyez, ça respecte l'indentation. C'est pour ça, de manière très visuelle, je sais que la fonction s'arrête directement ici, parce qu'ici, il y a une indentation de 4, et ici, il n'y a plus d'indentation. Donc ici, la fonction s'arrête ici, même sans appliquer de return. Donc, pour qu'une fonction nous returne quelque chose, typiquement, rappelez-vous, je pense l'avoir défini dans l'épisode 1. Comme je vous ai dit, là, ça fait quelques jours que... c'est la semaine dernière que j'avais fait cet épisode-là. Donc là, je le reprends pour qu'il soit disponible sur la chaîne. Et là, si je mets 4, en fait, ici, je vais rien printer, d'accord? Bon, par contre, on va essayer de rester logique. Si je print ça, ça va me retourner 4 parce qu'en fait, la valeur que va retourner la fonction va être égale à A. Donc ici, c'est exactement comme si je disais print 4. Donc return, je vous ai dit, hein, Python, c'est un langage de haut niveau. Donc en fait, il va se rapprocher de ce qu'on comprend de notre langage à nous. Et donc, quand je lui dis return A, il va bien retourner 4. Ok, on avance, on va définir cette fonction. Alors, cette fonction, elle veut dire quoi? Cette fonction, elle veut dire que je vais définir ici une variable, ici, exemple, d'accord? Et je vais voir comment est-ce qu'elle va évoluer en fonction de l'espace de nommage. Alors, je vais le runner et on va... Hop là, il y a une petite erreur là. Tac. Tac. Ok. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Je zoome un peu. Non, je vais pas zoomer parce que sinon vous n'allez plus voir là. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ici, donc j'appelle la fonction. Donc, la fonction ici va s'exécuter. Donc, elle va rentrer ici. Ici, elle va juste dire, ok, il y a une fonction dans une fonction, mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'en fait, elle n'est pas appelée encore. Pareil ici, je vais définir une fonction. Uniquement un def, c'est vraiment définir, définition d'une fonction. Donc, c'est une fonction vide qui ne prend pas d'attribut, vous voyez à chaque fois. Qui ne prend pas de paramètres, pardon, je mélange un peu avec ce qu'on va raconter après sur les objets et les attributs, mais ça s'appelle des paramètres, des arguments, d'accord? Donc ici on définit 3 fonctions, jusqu'ici ça ne fait rien, ok? La fonction ne fait rien. Après ici je commence à définir un exemple, donc là maintenant j'ai une petite case mémoire qui vient de s'appeler exemple, qui a la valeur exemple. Je vais appeler la fonction define local, donc je vais dire la fonction define local exemple ici va être égal à local exemple. Donc en fait, et après je vais afficher toujours exemple. Alors ici, si j'affiche exemple et que je mets local exemple, vous vous doutez bien qu'ici la fonction ne retourne rien du tout. Et ça, c'est quand je dis local, c'est-à-dire que c'est un attribut, c'est une... ouais, je m'embrouille encore avec attribut. Donc il ne prend pas de paramètres et c'est un paramètre local. Ça veut dire que le mot exemple ici ne va vivre que dans la fonction qui est là. Et l'exemple ici, qui est égal à local exemple, ne va vivre nulle part autre que ici. Donc c'est pour ça que quand on print exemple ici, on a ici non-local exemple. On a ici que c'est toujours égal à exemple. D'accord? Par contre, si je printais ici inside local function, par contre ici, hop là, je ne l'ai pas printé. Pourquoi ça ne l'a pas affiché? Define local, print, local exemple. Ben, si, normalement c'est bon. Il n'a pas envie. Define local. Normalement il est censé me l'afficher. Attendez, on va essayer un truc. Ça m'a l'air plutôt bizarre. Define local.
qui est bien défini. Ah, il est appelé 2 fois, mais ah oui, oui, ok. Oui, oui, ok. En fait, j'ai appelé 2 fois, j'ai fait une bêtise là. Du coup, quand vous donc c'est quand même un bon exemple. En fait, quand vous appelez 2 fois quelque chose en Python, il va toujours écraser la dernière version. Il va toujours prendre la dernière version. Donc en fait, celle-là, il a jamais pris en compte. Il a toujours pris en compte celle-là. Donc ici, il faut que je l'appelle global. Désolé, c'est une petite faute de ma part. Ici, il faut que je l'appelle global. Et là, on voit qu'il va bien printer inside local function exemple, qui est bien égal à local exemple, parce qu'en fait, cette variable ne va vivre que dans la fonction. Donc ici, exemple va être bien égal à local exemple. Par contre, quand on va sortir de cette fonction, ça ne sera plus égal à ça. Et on voit ensuite, donc ici, quand je define non-local exemple, donc non-local exemple, je dis exemple égale non-local exemple. Donc c'est-à-dire que ici, je lui dis, ok, l'exemple que je vais manipuler dans cette fonction, l'argument exemple, va référer au non-local exemple, c'est-à-dire va référer à l'exemple que tu connais à l'extérieur de la fonction. D'accord? Donc pas à cette fonction, mais à l'extérieur de cette fonction directement. L'espace de nommage, l'exemple ne va pas référer à cet espace de nommage en bleu, mais il va référer à cet espace de nommage là. D'accord? Encore une fois, vous pouvez le voir avec l'indentation. C'est pour ça que je vous disais que l'indentation, c'est hyper important. Et donc, quand on va afficher exemple ici, d'accord? Non-local exemple veut dire que c'est cet espace de nommage, donc exemple n'est plus égal à exemple, mais égal à non-local exemple. Donc ici, on voit bien non-local exemple qui va bien, donc on voit bien que exemple va bien prendre la valeur non-local exemple. En fait, ici, quand on dit non-local exemple, ça veut dire, ok, tu prends la valeur qui est dans l'espace de nommage -1, si on peut dire ça comme ça. Ici, du coup, il y a une petite faute, c'est global. Ok, donc maintenant, si je define un exemple global, donc un exemple global, quand on dit global exemple, l'espace de nommage devient tout celui-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de notion de -1, d'accord? Il n'y a plus de notion dans la fonction, c'est une variable globale dans tout le main, et là en fait c'est exactement comme si on définissait un attribut comme ça, c'est-à-dire dans notre instance, dans notre code, sans indentation, on définit une variable, et donc ça c'est un argument global. Et cet argument global, donc ici on voit que c'est global exemple, donc ici quand on va afficher, ici, tac, on va afficher global exemple. Donc ici, quand on va afficher global exemple, comme je vous ai dit, c'est l'espace de nommage de notre fonction main, d'accord? Donc c'est cet espace de nommage, l'espace global. Ici, c'est l'espace non local, d'accord? Et ici, c'est l'espace où on n'a rien besoin de définir. Si on peut résumer ça très rapidement comme ça. Donc ici, exemple ne va pas forcément changer, parce qu'en fait, global exemple, il vient de définir un exemple qui est comme si on l'avait mis là, d'accord? Hop là, on va pas faire ça, parce que sinon on va casser l'exemple. Donc il garde la valeur précédente. Par contre, une fois qu'il a fini ça, il sort de la fonction. Ok, donc en fait cette fonction a fini d'être runnée. Donc il sort de la fonction et il va arriver sur le main. Et donc main exemple va être égal à exemple, c'est-à-dire au dernier exemple qui a été défini, c'est-à-dire ici global exemple égale global exemple. Donc ici c'est tout le global. Ici on est aussi dans du global. Ici on est dans du global, d'accord? Regardez, si vous voulez, je peux vous montrer. Si je définis ici global exemple comme ça, et je dis exemple égale 10, voilà par exemple, et que je vais pas définir ici, d'accord, et que je vais définir ça, hop là, il y a une petite faute, et que je vais définir ça, maintenant que je vais runner ça, main exemple égale 10, vous voyez, c'est vraiment l'espace de nommage global, hein, c'est tout l'espace de nommage, tout celui-là, qui n'est pas dans une fonction. Ok. Hop là, j'ai un peu trop zoomé, désolé. Ok, donc on va enlever ça. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de montrer qu'on a bien défini cet espace de nommage. Donc j'ai un peu perdu de temps sur ça. Enfin, perdu de temps, j'ai beaucoup passé de temps sur ça, mais c'est extrêmement important. Maintenant qu'on a défini cet espace de nommage, on va voir et on va définir une fonction ensemble. D'accord? Donc ça, c'était ceux du live précédent. Donc on va essayer de le refaire ensemble. Ok. Tac, je vais le cacher. Et on va introduire le propos. Donc là, j'ai récupéré la liste de... hop là, peut-être je devrais enlever la caméra, comme ça vous voyez mieux. Là, j'ai récupéré la liste des planètes, ok, de Mercure à Pluton, d'accord. Dans l'ordre, j'ai récupéré le diamètre de ces planètes,
D'accord. J'ai récupéré la distance qu'ils ont par rapport au Soleil. Si je dis pas de bêtises, c'est en millions de kilomètres. Ok, là on voit la Terre, elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Alors, vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, dans l'épisode 1, on a défini notamment les dictionnaires, les listes. Alors, ici, on peut définir 3 listes comme ça. Ou sinon, on peut décider de définir un dictionnaire en disant, ok, on va définir Mercure, d'accord, et on va lui dire diamètre égale à ça et distance égale à ça. C'est une manière plus jolie de définir les données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en machine learning, en data science, etc., vous allez le voir dans les épisodes suivants, mais on utilise très peu finalement, enfin on les utilise, mais on utilise plus des tables de données, des tables de base de données où la donnée est déjà ce qu'on appelle structurée. Vous embêtez pas avec ce mot, je vous le définis dans l'épisode 6, non, dans l'épisode 7, quelque chose comme ça, sur c'est quoi une donnée structurée. Mais ici, ça nous permet de mieux structurer la donnée. Vous voyez, elle a un meilleur ordre, elle a un meilleur schéma, et même visuellement, c'est plus lisible de voir ça comme ça. Donc ici, on va définir, tac, je run ça, ici on va définir une fonction qui nous permet de calculer la planète la plus petite. D'accord. Donc la fonction qui va nous permettre de connaître la planète la plus petite, donc on va définir une fonction comme ça. Je vais un peu cacher tout ça, comme ça au moins on va pas tricher, et vous pouvez aussi réfléchir en même temps qu'on le fait. Donc la planète qu'on va définir comme ça, find littlest planet, ok. Donc cette planète, elle va prendre en entrée le nom de la planète, la liste de la planète. D'accord. Donc ici, je peux le définir comme je veux. Rappelez-vous, je peux l'appeler comme je veux ici. D'ailleurs, on va même faire l'exercice. On va l'appeler playlist, d'accord. Et là, on va l'appeler dialist, d'accord. Parce qu'en fait, finalement, ici, les arguments que je vais définir ici, ce sera les mêmes après que je vais définir dans mon espace de nommage. Par contre, si j'avais voulu ne pas définir d'argument là, j'aurais pu directement, vu que PlanetList et DiamètrePlanetList sont des arguments, des paramètres globaux, j'aurais pu les appeler directement ici, d'accord. Comme ça, d'accord. Mais on va pas faire cet exercice parce que c'est une mauvaise pratique que d'utiliser des arguments qui sont définis dans le global directement comme ça. Alors, ce qu'on veut, c'est trouver l'argument le plus petit. Alors, il y a des méthodes beaucoup plus rapides que celles que je vais vous montrer ici. Le but du jeu, c'est d'être le plus explicable possible. Donc, on va partir de la manière la plus naïve possible. D'accord. Donc, ce que je veux faire, je veux itérer sur toutes les planètes et trouver la planète la plus petite. Ok. Donc, ici, on a déjà vu ça. Donc, on va utiliser une boucle for. Ok. Si je veux itérer sur les planètes. Donc, je vais dire for diamètre, comme ça. In, là j'ai mis un petit underscore, parce que c'est ce qu'on met toujours, entre guillemets, pour des variables. Enfin, moi je le mets toujours pour des variables, entre guillemets, temporaires. Vous voyez, on n'a pas vraiment pour objectif de réutiliser diamètre en dehors de ça. Donc comme ça, moi je le fais. Il y a des... D'ailleurs, je l'avais mis ici. Je vous conseille d'aller voir PEP8. Donc PEP8, c'est le site où vous pouvez récupérer toutes les bonnes pratiques en Python, toutes les bonnes pratiques de nommage, toutes les bonnes pratiques d'indentation, etc. Comment est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on importe, etc. N'hésitez pas à le lire, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment la bible des bons programmeurs, si on peut dire, en Python. Ok, donc ici, je vais itérer sur les diamètres, je vais dire for diamètre in dialist, d'accord. Je vais voir déjà ce que ça m'affiche. Hop là. Je vais dire find littlest planet, donc je vais lui donner un argument planet list, diamètre planet list. Il y a une petite faute, planet list is not defined. J'ai mis un E en trop, my bad. Encore une petite faute, diamètre planet list. Et diamètre is not defined. Ah oui, puisqu'ici c'est underscore. Ok. Il faudrait que je me relie. Donc ici, on voit bien tous les diamètres qui sont affichés dans l'ordre de la liste, d'accord, qui est ici. Maintenant, je vais sauvegarder, par exemple, je vais créer un attribut qui va dire littlest
planet. D'accord? Qui va être égal, par exemple, je vais le mettre ici à quelque chose de très très grand. Ok? En fait, le but du jeu, ça va être que dès qu'il trouve quelque chose de plus petit, il va dire c'est lui le nouveau plus petit. Donc en fait, je vais ici lui mettre quelque chose de très très grand. Donc c'est pas une très bonne pratique que je vous montre là, mais c'est vraiment ici on est là pour comprendre comment la boucle for marche, comment les fonctions marchent. On n'est pas encore là pour comprendre de l'algorithmique comme ça, parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle des tri à bulles, il y a des algorithmes de tri qui vont beaucoup plus vite que de faire ça. Mais le but du jeu ici, c'est vraiment de rester le plus simple possible pour comprendre les notions, ici notamment les notions de fonctions. D'accord? Donc, ce que je vais dire, je vais lui dire if diamètre inférieur à littlest planet, alors littlest, j'ai oublié un T, je l'ai vu, égale, hop là, non, égale diamètre, comme ça. Ok? On va voir ce que ça va nous donner. Est-ce qu'il va nous retourner quelque chose? Et à la fin de la boucle, je veux qu'il m'affiche ça. Tac, je vais enlever ça. Donc là, il a bien trouvé que le numéro le plus petit, c'est 1391. Si on regarde comme ça, effectivement, la planète la plus petite, ici, on voit que c'est Mercure. Vous voyez? Donc c'est 1391. Mais on n'est pas encore satisfait de ça. C'est un peu moche d'afficher un résultat comme ça. Donc on va afficher aussi le numéro de la planète. Alors, on a de la chance, les listes ici sont bien triées dans l'ordre, donc c'est-à-dire que Mercure correspond à 1391, Pluton à 2300. D'accord? Donc ici, je veux récupérer maintenant le numéro de cette petite planète de 1391 pour aller chercher le nom de cette planète. Donc ce que je vais faire, je vais dire enumerate. Donc enumerate, c'est une fonction qui nous permet de, en plus, énumérer sur une liste, on va ici énumérer et récupérer à quelle itération on est. D'accord? Donc en fait, si je vous montre ça, si je vous dis print i, et que je print aussi avec diamètre, hop là. Donc on voit qu'à l'itération 0, il est parti chercher 1391, l'itération 5, il est parti chercher 142 984, l'itération 9, il est parti chercher 2300, et ça correspond bien à ce sens-là. Vous voyez, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Et oubliez pas, une index, sur Python, ça commence toujours à 0, d'accord? Donc là, même s'il y a 10 éléments, il va jusqu'à l'index 9, parce que on commence à 0. Alors maintenant que j'ai récupéré ça, je veux sauvegarder le i qui est là. D'accord? Donc je vais sauvegarder index littlest planet qui va être égal à i. Et ici, je vais retourner ce numéro-là. J'ai plus besoin d'afficher ça. Je vous le mets en dièse. Et là, on voit bien que 1391... non, j'ai fait une petite bêtise. If diamètre inférieur à littlest planet, index littlest planet égale i. Là, ici, il va quand même rentrer là-dedans. If diamètre inférieur à littlest planet. Pourquoi est-ce qu'il m'afficherait i ici? C'est marrant ça. Pourquoi est-ce qu'il m'afficherait i à la fin? Parce que là, le seul moment où il rentre, c'est quand c'est égal pour le coup à 0. Donc ici, est-ce que j'ai pas fait une fonction, une erreur d'indentation? Non, même pas. Ah oui, il va m'afficher i, parce que c'est le dernier qui a runné ici. Je dis des bêtises, je n'affiche pas i ici. J'affiche index littlest planet, autant pour moi. Donc là, il va bien afficher 0, d'accord? Mais moi, je veux pas afficher index littlest planet, ok? Je veux pas afficher 0, je veux afficher à quoi correspond 0 dans la planet list. Donc ici, pardon, c'est plaliст. Ok. Rappelez-vous, je peux récupérer plaliст ici si je fais planet list 2. Je vais récupérer l'élément terre. Pourquoi? Parce qu'il est à la position 0, 1, 2. Donc en fait, je vais récupérer l'élémentaire ici. Si je mets 0, en toute logique,
je vais récupérer Mercure ici, d'accord? Alors on run, et effectivement on récupère bien Mercure, d'accord? Donc hop, on va juste récupérer ce petit print que j'avais fait la dernière fois, et on va juste printer ici. On va même faire ça, comme ça on va faire un truc propre, et on va retourner, tac, ici je vais dire, ici je vais retourner name, diamètre, ok, j'enlève le égal ici, il y a une petite faute. Et donc ici, à la place de l'afficher comme ça dans une fonction, on va retourner ces valeurs, parce que peut-être que dans notre main, plus tard dans une fonction, on veut en avoir besoin. D'accord? Donc ici, je vais retourner le nom qui est égal à ça. Et je vais retourner ça. Donc ça, ici, ça veut dire que je ne vais plus les afficher, mais c'est-à-dire que ces deux variables-là, d'accord? Tac, je vais faire ça. Ça veut dire que ces deux variables-là vont correspondre aux deux variables qui sont retournées dans la fonction ici. Hyper important ça, d'accord? Je recommence. Les deux variables qui vont être retournées dans la fonction là, d'accord? Donc dans cette fonction, on va les prendre et on va les mettre dans des cases mémoire sur nom et diamètre. Donc maintenant, si j'affiche ça, je vois bien que ça nous affiche que la plus petite planète du système solaire est Mercure, de diamètre 1391 km. On est plutôt très très bien. Alors je vais vous laisser l'ancienne annotation que j'avais fait pendant le live, donc c'est un peu différent en fait. En soi, le seul truc qui est différent, c'est ici j'ai défini name of a little planet comme ça, et je l'accède à chaque fois, je l'enregistre à chaque fois, et ici je l'enregistre uniquement à la fin. Donc je vous laisse les deux, vous allez voir qu'on peut faire exactement la même chose de différentes manières. D'accord? Alors, on a déjà défini cette notion de return, donc je vais pas m'épancher là-dessus. C'est vraiment pour dire qu'on va venir retourner quelque chose dans la variable qui est là. D'accord? Donc ça veut dire que quand on appelle ça, l'exécution de la fonction va venir ici, ça va runner ici, tac, 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 et la valeur qui va être ici va être retournée à la valeur qui est là. Ok? Hyper important, programmation fonctionnelle, on def et on return. Ok? Ou sinon on peut ne pas return. Mais à ce moment-là, c'est juste de l'affichage ou des choses comme ça. Ok, où on va venir modifier une fonction globale, ce que je ne recommande pas. Pas du tout. Ici, donc je vous ai expliqué qu'on pouvait avoir des listes à partir d'index, d'accord. On va définir la programmation objet. Donc la programmation objet, et c'est vraiment une introduction là que je vous fais. L'épisode 4, je crois, c'est de la programmation objet avancée. Là, on va vraiment, et l'épisode 3, c'est sur un petit jeu, sur construire un test d'ADN. Et pareil aussi, on va faire de la programmation objet. Là, c'est juste pour vous donner les grandes clés. Alors, les grandes clés de la programmation objet, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on définit une classe comme ça. D'accord? Donc, une classe, c'est un objet qui représente quelque chose. Donc ici, c'est un objet qui représente la planète, ça représente quelque chose, d'accord? Mais j'aurais pu, par exemple, définir une personne. Vous voyez, donc je définis une personne, comme ça. Après, je définis ce qu'on appelle un constructeur, d'accord? Donc un constructeur, c'est une méthode, d'accord, qui va venir prendre des paramètres et venir donner des paramètres à ces personnes. Donc ici, je peux définir une personne qui va avoir une couleur de cheveux, hair color, qui va avoir et une couleur de yeux, comme ça, high color, qui va avoir un poids, qui va avoir une taille et un poids. D'accord? Et ici, je vais venir dire, ok, maintenant, cette personne, cet objet va prendre comme attribut, ça c'est ce qu'on appelle des attributs là que je suis en train de définir, d'accord? Donc c'est un attribut de classe, d'accord? Ça s'appelle comme ça. Je vous le décris après dans l'épisode 4, ne vous inquiétez pas, qui va être égal au air color qu'on va mettre ici, le self ici qui va être égal au a color ici, d'accord? Donc c'est un peu rébarbatif là ce qu'on fait, mais c'est très très important pour définir les attributs de classe. Donc là qui va être égal à la taille et enfin au poids, d'accord? Ok. Et maintenant, si je veux par exemple définir l'IMC d'une personne, donc le poids de l'IMC, c'est quoi déjà? Formule l'IMC. Vous savez, l'IMC c'est pour dire si vous êtes votre indice de masse corporelle. Donc c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc ici, si je définis maintenant une fonction qui va être get IMC,
de cette personne. Donc je définis self. Cette méthode, donc ça c'est une méthode de classe, d'accord, elle va prendre uniquement self, d'accord, et on va return donc ici c'est quoi, c'est le poids divisé par la taille au carré. On va return le poids. Donc le self en fait il permet de définir de manière très simple ceux qui appartiennent à l'objet, d'accord. Donc ici on va dire, ça c'est des attributs qu'on va définir à l'extérieur, d'accord, qui vont venir se mettre dans l'objet. Donc c'est à dire que les attributs de cet objet vont être égaux à ce que je vais lui donner de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette manière rébarbative de dire self.a égale a, mais en fait c'est à dire que l'attribut a va être égal au A de l'extérieur. Mais ici, j'aurais très bien pu l'appeler d'une autre manière, hein. J'aurais très bien pu l'appeler weight comme ça. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste que c'est un peu moins lisible pour quelqu'un qui va venir relire votre code, mais il n'y a pas de souci. Ici, donc, c'est divisé par le self.8. Tac. Au carré. Donc, c'est-à-dire que c'est remultiplié. Comme ça. Ok, maintenant, si je utilise ça, et je vais définir une personne. Donc typiquement, je vais définir, je sais pas, je vais définir qui? Je vais définir dans l'épisode 3, on va sur des joueurs de foot, donc on va rester sur des joueurs de foot. Si je dis Karim Benzema, si je récupère son poids et sa taille, donc il mesure 1m85 et le poids, il fait 80 kg. D'accord, il est en bonne shape. Donc si je définis KB 7, c'est ça? Non, KB9. Si je définis KB9, donc Karim Benzema numéro 9 au Real Madrid, je dis que c'est une personne donc, qui a les cheveux noirs, qui a les yeux noirs. Ok, donc là c'est dans l'ordre, hein, vous voyez. Mais je peux aussi le définir comme ça. Peut-être que ça sera plus facile pour lire. Aircolor égale noir. Acolor égale noir, la taille égale, on a dit 180 cm et le poids égale 81 kg. Je vais quand même vérifier que l'indice d'IMC, c'est en mètres, c'est pas en poids. Par la taille, alors c'est en mètres, c'est pas en centimètres, donc c'est 1.81. Ok. Et que je définis ça comme ça, tac, et que maintenant je dis de quel type est Karim Benzema, d'accord. Quand je dis de quel type, c'est-à-dire l'attribut, la variable Karim Benzema, donc on voit que c'est bien l'instance de classe, d'une classe personne, d'accord. Donc c'est un objet, ok. La plupart du temps, très rapidement, mais si ce que je vais vous dire ça vous embrouille, oubliez, mais en fait la plupart du temps tout est objet en Python, d'accord. Dans le sens où, en fait, si vous définissez un A égale 10, d'accord, et que vous faites type de A, en fait, en fait, je veux pas vous embrouiller, mais en fait, c'est comme si un int, c'était une instance aussi d'une classe int, d'accord. C'est pour ça qu'on dit que tout est objet entre guillemets en Python. D'accord, et on peut faire énormément de choses avec ça, mais je ne vais pas vous embrouiller plus que ça. Donc, type, donc là on a bien KB9 qui est de type personne, et maintenant je veux calculer son IMC. Donc là je vais dire IMC KB9, donc je définis une variable, va être égal, donc ici on voit que ça return, hein, ça print pas, donc je veux définir l'IMC. Alors là vous voyez que je ne mets pas de parenthèse. Ok, parce qu'en fait, je mets pas de paramètres, même s'il y a un paramètre ici. C'est un peu la différence avec les méthodes de classe par rapport aux fonctions classiques. C'est parce qu'en fait, ici, self, il est déjà défini. J'ai pas besoin de définir un self ici, ça serait absolument aberrant. D'accord. Et maintenant, si je print l'IMC de KB9, il y a une petite faute, get IMC. Ah oui, parce que ici, c'est KB9. Point. Vous voyez ici, il m'a dit getIMC is not defined, parce qu'en fait, la fonction qui est là, c'est vraiment une méthode de classe. C'est pas une fonction que je peux appeler n'importe où. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est parce qu'ici, on a un espace de nommage, d'accord, qui dit que la fonction là n'est définie que dans la classe ici. C'est pour ça qu'on appelle ça une méthode de classe, d'accord.
Mais je vous définis tout ça dans l'épisode 4. N'hésitez pas à aller le voir après celui-là. Mais vous voyez l'épisode 3 aussi. Donc ici, on voit que Helium C2KB9 est bien de 24, ce qui est plutôt un très bon score. Hein. Là, on voit que c'est quelqu'un de 5 il y a entre 20 et 24,9. Donc bravo, Karim Benzema. Alors très rapidement, on avait défini aussi pendant le live la classe planète. Donc là, vous voyez qu'on définit une planète avec son diamètre, sa distance au Soleil. Et pareil ici, et on va récupérer la description d'une planète. Donc typiquement, si on définit la planète Terre et la planète Mars, d'accord, avec les diamètres et les distances au Soleil qu'on avait définies dans les listes juste en haut ici. Et bien après, si on met Get Description, on voit bien qu'on a bien la Terre qui a 1000, qui a un diamètre de 12 104 km et qui a une distance du Soleil de 150 millions de kilomètres. Après ici, je voulais vous montrer qu'un attribut ici n'est pas protégé. Et ça va un peu à l'encontre des bonnes recommandations. On recommande en objet de accéder aux attributs par des méthodes spécifiques que je vous détaille aussi dans l'épisode 4. Mais par nature, en Python, ici, on peut accéder aux variables. D'accord ? Je sais que les notions de getters, les notions de setters sont très très importantes, notamment dans les langages très orientés objets comme Java. Ici en Python, on peut accéder par nature à l'attribut, d'accord, d'un objet. Mais on peut aussi le définir comme étant privé et dire qu'on ne peut pas accéder à cet attribut, mais ça on le verra dans les vidéos suivantes. Donc vous voyez que je peux très bien modifier en fait un attribut ici, ça va un peu en l'encontre de certaines règles de sécurité, comme je vous l'ai dit, et ici si je dis 228, et ben boum, voilà, je viens d'augmenter la distance au Soleil de 78 millions de kilomètres. Je vous ai mis ce petit truc sympa, je ne vais pas le détailler parce qu'en fait il y a des petits trucs mathématiques un peu longs à expliquer. Donc je l'ai récupéré d'une question sur Stack Overflow. Ça vous permet d'afficher les orbites des planètes autour du Soleil. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des équations de mécanique céleste orbitale qui ne sont pas forcément évidentes, notamment les équations de Kepler à détailler dans une vidéo comme ça. Mais je vous l'ai mis ici, n'hésitez pas à aller le voir. C'est pour vous introduire aussi des petits graphiques, pour vous montrer qu'on peut faire des petits graphiques en Python toujours cool. Donc ici on print, on affiche les orbites des planètes en 2D par rapport au Soleil. Alors, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la série. Le but du jeu, c'est ici vraiment de vous introduire le Python dans la première partie et après, dans les parties suivantes, dans la deuxième partie notamment, on élabore toute l'approche des données, comment est-ce qu'on voit les données, comment est-ce qu'on manipule les données. Et après, dans la troisième partie, on va faire de la data science, de l'intelligence artificielle, beaucoup plus en avant avec Python, qui est vraiment un langage hyper pratique, facile d'apprentissage et hyper pratique pour faire d'intelligence artificielle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo qui était censée être un live mais qui n'est pas un live. Donc je vous dis à la prochaine, toujours pareil dans une prochaine vidéo, et allez voir les autres vidéos de la série. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner s'il vous plaît, c'est important. Et moi je vous dis à la prochaine, toujours pareil dans une prochaine vidéo.